d'autres contenus gratuits. Et voici qu'arrive le Web3, qui nous offre la troisième dimension, celle du virtuel, de l'intelligence artificielle, et qui préfigure peut-être de nouveaux modèles économiques, avec dans son sillage les crypto-monnaies. Donc, bon, moi, je dois avouer qu'il y a encore quelques temps, là, je vous ai cité quelques termes savants, mais il y a quelques temps, je n'y comprenais pas grand-chose à ce métaverse. J'entendais pas mal de gens qui disaient ouais, c'est un phénomène de mode, ça frappe shit comme a fait en son temps Second Life. Bon, moi j'ai tendance à me méfier toujours des gens qui disent ça ne marchera jamais parce que l'histoire les contredit toujours. Et donc, il se trouve que j'ai rencontré Jean-Frédéric Passot dernièrement, qui m'a raconté le métaverse et qui me l'a raconté d'une manière très, très simple, très pédagogique. Et je me suis dit, bah, il faut vraiment que tu viennes éclairer notre lanterne. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Frédéric Passot, qui est le dirigeant et fondateur de l'agence Cher Ami. Il fait partie de cette nouvelle génération de communicants qui sont à la fois, et c'est vraiment trois qualités, je trouve, que Jean-Frédéric a, mais qui sont aussi celles de cette génération, qui sont en même temps visionnaires, entreprenants et discrets, ce qui n'était peut-être pas forcément la qualité de leurs aînés. Et donc, je suis ravi de te donner la parole aujourd'hui. Et voilà. Et comme on est nombreux, je vous propose de couper vos micros, de laisser Jean-Frédéric dérouler sa présentation. Posez vos questions, vous pouvez poser vos questions d'ores et déjà avec la fonction de chat, il doit bien y avoir une fonction de chat, et on y répondra à la fin. Si on déborde un peu à la fin, comme c'est la fin de la journée, c'est pas trop grave, on prendra le temps qu'il faut. S'il y en a qui veulent partir, normalement on arrête à 18h30. Je pressens que vous aurez beaucoup de questions et qu'on va déborder au-delà de 18h. Je vois que Philippe, un troisième Philippe nous rejoint, et je laisse la parole à Jean-Frédéric. Merci François. Alors, ça va être assez dense, je vous préviens déjà. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre présence. Il y a plein de monde. Comme l'a dit François, moi j'ai monté une structure qui s'appelle Cher Ami. C'est 25 personnes qui produisent des sites web, du social, des expériences immersives avec de la 3D notamment, des filtres jeux avec de la réalité aussi augmentée, on en parlera, des installations interactives pour différentes marques. Et puis, depuis plus récemment, j'ai également cofondé une deuxième structure qui s'appelle Manian, qui est dédiée à la production de visuels et d'animation 3D pour le digital, la publicité, et puis également pour le métavers. Rapidement, aujourd'hui, on va voir 5 grandes thématiques. Je vais faire un petit retour un peu historique sur la chronologie et de ce qui amène aujourd'hui cette discussion autour du métavers. On va en parler des différents usages qui sont faits aujourd'hui, expliquer un peu quels sont les acteurs et les principales plateformes qui sont identifiées aujourd'hui, qui sont les utilisateurs, et puis on fera une ouverture sur comment les marques aujourd'hui peuvent s'emparer de ce sujet-là et essayer de mettre en place une stratégie pour rentrer dans le métavers. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je parle de métavers parce que c'est le terme français, métavers étant le terme anglais, donc c'est pour ça que je reprends plutôt ça. Je commence par peut-être la fin, mais ça me paraît hyper important de faire un gros warning parce que nous, en tant que studio de production innovant, aujourd'hui, on a 2 types de sujets qui arrivent un peu sur notre bureau. Des sujets où on nous parle beaucoup d'éco-conception parce que c'est une lame de fond qu'on a tous en préoccupation. Et puis, on a de l'autre côté des gens qui veulent se poser la question de comment entrer sur le métavers. Et les deux sont forcément aujourd'hui peut-être les deux opposés. En effet, le métavers, ça permet de faire des expériences 360 multijoueurs et ça demande une puissance de calcul hyper importante. Et donc, du coup, un renouvellement du matériel et des cartes à puce, etc. Et on a bien vu les pieds livrés aujourd'hui.
qui sont de plus en plus évoluées, et puis une infrastructure réseau aussi, parce qu'il faut faire passer toutes les connexions entre tous les joueurs à travers des tuyaux, et ça, c'est aussi l'avènement de la 5G, etc. Et donc, il faut augmenter la capacité d'infrastructure pour porter ces différentes communications. Et juste pour donner un exemple, je reviendrai dessus plus tard dans la présentation, mais aujourd'hui, ce que lance Facebook, qui s'appelle Facebook Horizon Workroom, donc qui est la partie professionnelle, aujourd'hui en VR, elle limite à 16 participants en même temps, simultanés dans un espace. Donc 16, c'est vraiment pas grand-chose aujourd'hui comme nombre de personnes, et ça, c'est uniquement limité par rapport au réseau et à la puissance de calcul qu'ont les casques, l'Oculus Quest 2 en l'occurrence. Et donc, du coup, il y a également, comme je le disais, le renouvellement des devices. Comme exemple assez frappant, l'Oculus Go, que beaucoup d'entreprises avaient acheté pour faire des présentations de réalité virtuelle de différentes choses, n'ont été maintenues que 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les applications que j'avais développées, je ne peux plus les mettre à jour et elles ne sont même plus visibles. Donc, c'est vrai que tous ces devices qui ont été produits vont tous à la poubelle directement. Il y a très peu de maintenabilité sur ces devices-là. Donc, ça pose un réel problème. Et puis ensuite, on en reparlera, on va en parler beaucoup, c'est-à-dire que l'intérêt du métavers et pourquoi il devient mature aujourd'hui, c'est notamment sa connexion avec les blockchains et la crypto-monnaie, qui en rend en tout cas une économie, en tout cas qui va permettre une économie à l'intérieur de ces métavers. Et aujourd'hui, c'est c'est très très gourmand pour le premier producteur de mining, donc qui est vraiment des machines qui sont dans ces immenses entrepôts qui toute la journée calculent et créent des bitcoins. Aujourd'hui, la Chine était le numéro 1 mondial jusqu'à l'année dernière, et la Chine a décidé d'interdire parce que ça faisait creuser trop de troubles sur l'électricité. Par exemple, le Kazakhstan, qui est aujourd'hui le 2e producteur de bitcoin, a entraîné une panne sur 3 pays en entier pendant 3 jours à cause de la surcharge d'électricité que ça provoque. Je ne referme pas ce qui n'est pas une parenthèse. Néanmoins, je voulais parler du métavers et on va essayer de reprendre des bases avec quelques mots de vocabulaire. J'ai choisi 3 choses très simples, mais juste c'est important de revoir ces concepts-là. La réalité augmentée, tout d'abord, donc c'est assez classique, c'est une captation du réel. Donc j'ai une caméra qui va filmer le réel et par-dessus, j'y applique des objets 3D, du texte. Les exemples principaux, c'est Pokémon Go, c'est les filtres Instagram où ça me rajoute des lunettes ou ce que sais-je. L'application Ikea, par exemple, qui permet de mettre un meuble chez soi. L'essayage de chaussures, de montres. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. À la différence de la réalité virtuelle, qui, elle, obstrue entièrement le champ de vision. C'est-à-dire qu'on ne garde rien de l'univers réel, on bloque la vision pour recréer un monde à 360. Néanmoins, ce monde, il va réagir à nos mouvements. Donc, soit assez simplement, quand on a juste un casque, c'est quand je tourne la tête, le monde suit mes mouvements de tête, ou avec des structures beaucoup plus imposantes. Il y a des machines qui permettent de voler, qui permettent de courir, qui permettent de se déplacer, et donc, du coup, d'avoir davantage de reconnaissance des mouvements de la personne. Et puis le dernier point, qui est les NFT, qui progressivement deviennent un des éléments clés du métavers. C'est ce qu'on appelle les non-fungible tokens. Donc c'est assez simple, c'est un asset. Donc c'est une image, une musique, un service, un accessoire, peu importe, qui est du coup notifié sur ce qu'on appelle une blockchain, qui est comme un espèce de grand livre de possession où tous les possédants de tous ces assets seraient notés. Et avec ça est noté aussi pour chacun de ces NFT le mode de rémunération. C'est-à-dire qu'on va permettre un NFT, il peut être cédé à 100%, mais il peut aussi donner droit à des droits au créateur initial. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une partie de la vente qui revient au créateur initial. Bref, on peut mettre un certain nombre de règles pour faire en sorte que les échanges de ces NFT soient définis au moment de la création. Et c'est un point hyper important parce que c'est comme ça que beaucoup de choses s'échangent dans les métavers les plus récents. Si je reviens un peu plus en amont pour expliquer d'où vient les métavers, il suit l'évolution d'Internet. Donc, initialement, alors après, il y a eu cette notion-là qui est apparue du mot métavers dans les années 60. Néanmoins, le livre un peu référence, c'est Snow Crash de Neil Stephenson, qui est le premier livre qui entièrement décrit une interface de réalité virtuelle à l'époque, qui, du coup, permettait de sociabiliser, de jouer, de s'informer, de créer, de travailler, et du coup, dans lequel la population était entièrement connectée. Après, de manière plus réelle, aujourd'hui, la notion de
communication dans un univers multijoueur, elle naît vraiment avec le logiciel Flash qui naît en 96, qui a permis de créer des expériences riches et donc du coup de développer dans la lignée en fait des Sims, qui est l'un des premiers jeux PC qui avait ce principe de petits personnages avec des accessoires qui permettent d'avoir son chez-soi qu'on module un peu à son goût. Et bien, il y a eu des versions online qui ont été créées avec le Habbo Hotel, qui est celui-là qui est vraiment le premier gros avatar chat à l'époque, ça s'appelait, c'est-à-dire qu'on avait des avatars et on pouvait chatter avec des amis et collecter un certain nombre d'accessoires pour créer son propre monde. Les marques rapidement ont également fait le pari, avec notamment Pepsi qui avait fait un truc assez chouette, ou les jeux avec notamment Dofus. On était uniquement sur de la 2D et c'est, alors François en a parlé, Second Life qui crée un nouveau un changement avec l'arrivée de la 3D qui est hyper innovante à l'époque et qui est de la 3D online, ce qui n'était pas forcément vu et qui était permis notamment via Flash. Et puis la grosse innovation qui rend Second Life également pérenne et puis en effet une grosse tendance à l'époque, c'est qu'il y a un outil de création qui permet de créer ses propres lieux et du coup on n'est plus dans j'achète des accessoires, mais c'est vraiment je construis ma propre maison en construisant vraiment les murs et du coup en créant des architectures qui n'étaient pas prévues. Et donc du coup de nombreuses marques décident de créer des lieux à cet endroit-là. Dans la même veine, Roblox, dont on parlera plus tard, qui est aujourd'hui un des métavers importants, né en 2006. À l'époque, c'est hyper rudimentaire comme ça. Et puis également sur les consoles, il y a Nintendo qui crée ce qu'on appelait les Mi au lancement de la Wii, qui sont des petits avatars. Donc c'est aussi le prémisse de jeux en réseau également sur les consoles. Mais tout s'arrête assez rapidement en 2007 quand sort l'iPhone, parce qu'on se rend compte que l'usage d'Internet sur le téléphone devient important et Flash a plusieurs problèmes, à la fois en termes de sécurité, en termes de politique, parce que ça avait été racheté par Adobe et que du coup, il y avait des problématiques avec Apple. Et puis ensuite, par les questions de performance, c'est que l'iPhone 1 ne permettait pas non plus de bien faire tourner du Flash. Et donc, les expériences riches s'arrêtent parce qu'on a besoin de réinventer ça pour que ce soit multi-device. Et c'est qu'à partir de 2010 où on a une nouvelle technologie qui s'appelle le WebGL qui permet de recréer des jeux, etc., des animations en 3D, en JavaScript et donc de tourner également sur des téléphones. Parallèlement à ça, on voit la naissance de la réalité augmentée, avec notamment Snapchat qui révolutionne et crée des filtres, ce qui va permettre donc les filtres, c'est vraiment je rajoute des lunettes, etc., qui va du coup vraiment rendre et démocratiser la réalité augmentée. Facebook, peu de temps après, emboîtera le pas et créera aussi des filtres sur Instagram qu'ils ont racheté en 2016. Et puis Apple et Android, sur les téléphones, développent eux aussi leur technologie qui s'appelle ARKit pour Apple et ARCore pour Android, qui là va pousser la réalité augmentée un peu plus loin parce qu'il va pouvoir détecter son environnement. Et donc, du coup, c'est comme ça que sur Ikea, on peut placer sa chaise où on veut. C'est parce qu'on a une captation, on a des capteurs dans le téléphone qui permettent de reconnaître l'environnement. La même année, en 2013, on a le lancement du Bitcoin et peu de temps après, la blockchain Ethereum qui sera lancée. Et du coup, c'est la première fois qu'on met en place un protocole décentralisé. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir nommer un propriétaire à un asset digital. Évidemment, ça va commencer par de la monnaie, qui est le plus difficilement, qui est forcément obligatoirement une propriété. Et puis, ça s'est décliné plus tard par les NFT, on en reparlera. La réalité virtuelle, elle commence, donc le projet Oculus commence en 2013, je crois, et puis après, ils sont rachetés en 2014, mais le premier casque, le Rift, sort en 2016. Dans la foulée, il y a le HTC Vive, il y a le PlayStation qui lance également un casque de réalité virtuelle qui vraiment démocratise l'usage de la réalité virtuelle. Et puis, plus récemment, c'est important de le noter, TikTok qui a racheté Pico Interactive, qui est une boîte spécialisée dans les casques également, et donc on voit cette transformation des acteurs du Web 2 et donc du social qui se posent la question notamment du métavers avec ce rachat de fabricants de casques. Et puis on a également Unreal Engine, j'en parle peu, mais en tout cas c'est une des technologies assez fortes qui a permis de pousser le rendu assez loin en termes de rendu esthétique sur la réalité virtuelle.
2017, c'est les premières séries NFT, c'est notamment la sortie des CryptoPunks qui sont une des séries les plus connues et celle qui se vend le plus cher. On a également les CryptoKitties qui sont dans la même lignée qui arrivent l'année suivante. Aujourd'hui, on a fait, alors j'ai pris un exemple de série un peu au hasard, même si c'est une chouette série faite par d'ailleurs quelqu'un de la région qui s'appelle les Mechaverse. Mais c'est juste pour montrer le gap. Aujourd'hui, on est dans des séries de plus en plus complexes et travaillées. En tout cas sur les NFT, et on a des prix qui se sont envolés. Alors certes, il y a tout un aspect spéculatif, on reviendra dessus, néanmoins, voilà, il y a des niveaux qui sont assez records en termes de vente. Après, c'est intéressant de voir que les artistes digitaux vont être capables de vendre leur travail, et comme Soulage a fait pendant toute sa vie un travail autour du noir, des artistes NFT vont faire pendant très longtemps des séries avec des déclinaisons de leur marotte à eux. Même année 2017, on a Fortnite, et donc du coup, on a avec Fortnite, on a vraiment la montée du e-sport, notamment. C'est un vrai game changer, en tout cas en termes d'ouverture, avec de plus en plus de rediffusion télé, etc. Et puis, on a des acteurs et des marques qui commencent à s'intéresser au e-sport et qui se dit qu'il y a une cible qui est intéressante. On a notamment Louis Vuitton qui fait le premier partenariat avec League of Legends, et ils continuent à le faire, où ils font la malle officielle. Ils ont fait aussi un défilé dans League of Legends. Et puis, on a d'autres jeux qui sont sortis. Animal Crossing, notamment au début du confinement, a fait pas mal d'opérations avec des marques, notamment Valentino. Gucci, qui est assez précurseur sur pas mal de choses, fait des ventes de sacs sur Roblox, avait créé aussi un univers sur les Sims. Et puis, en 2021, l'un des événements aussi hyper marquants, c'est le premier concert dans Fortnite avec Travis Scott, un rappeur américain qui rassemble plus de 12 millions de personnes dans le jeu. Autre élément qui démocratise encore plus la réalité virtuelle, c'est la sortie de Ready Player One par Spielberg, qui est aussi un élément marquant. On a la montée aussi des avatars et plus généralement aussi d'influenceurs virtuels. On a une influenceuse qui a plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram et qui n'existe pas. On a de pub pour Balmain avec des personnages aussi qui sont entièrement faux. Et donc, du coup, le mix entre l'identité digitale et réelle commence à s'estomper. On a également le lancement de la 5G qui est important parce que ça participe en fait au fait que les infrastructures permettent des expériences de plus en plus, de plus en plus gourmandes en termes de bande passante. Et puis le confinement qui a permis au grand public de découvrir des événements avec de la 3D, avec du collaboratif. On a le festival Tomorrowland en Belgique qui est un très gros un case study assez impressionnant parce qu'ils ont eu plus d'1 million de visiteurs en digital qui ont acheté un ticket entre 12 € et 20 €, sachant que le festival ne fait pas plus de 200 000 personnes normalement pendant la version physique. On a des centres commerciaux comme Complexland qui ont rassemblé plus d'une 50aine de marques. C'est une expérience virtuelle qui est au Canada. On a des événements en ligne comme le CES, South by Southwest, Sundance qui sont faits en digital. Nous, on avait produit également l'expérience Vivatech, l'expo universelle qui a été prévue 1 an avant, disponible aussi sur le digital. Donc énormément d'expériences qui trouvent leur public et surtout des expériences qui restent. C'est-à-dire que nous, on travaille en ce moment pour South by Southwest qui a lieu en ce moment à Austin, dans lequel on produit une expérience digitale. Vivatech, c'est pareil, on va faire la 2e édition, alors que l'expérience physique va revenir. Mais ils se rendent compte qu'ils arrivent à toucher un public plus large et que les gens sont assez friands de ce genre d'expérience. Donc ça, c'est d'autres exemples également où on peut avoir plein de designs différents de ce type d'expérience à visiter. Du coup, ce qui est important de noter, c'est qu'on est à un croisement en fait entre un aliment de planète qui a rarement été vu et qui facilite le développement du métavers. C'est-à-dire qu'on a des rendus, c'est-à-dire que le visuel qu'on va pouvoir voir au niveau de la 3D, des rendus de plus en plus qualitatifs et de plus en plus immersifs. On a des réseaux, des infrastructures et des devices, donc
les casques, les téléphones, etc., qui sont maintenant à un niveau de performance qui permet de diffuser ces rendus immersifs 3D. On a des utilisateurs qui sont prêts, c'est-à-dire qu'ils ont vécu 2 ans au confinement où tout le monde a été obligé à un moment, alors au-delà des réunions Meet, à être frotté à ce genre de technologie. Et puis, on a une économie avec la blockchain qui va permettre de créer des nouveaux modèles économiques pour ces environnements. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de grandes marques et de plateformes investissent massivement dans le métavers. Donc, c'est Nike qui achète RTFKT, qui est une boîte qui ne créait que des baskets virtuelles. On a Sora, qui est une boîte qui crée en NFT des cartes collectionnables. Donc, c'est un peu un Panini version NFT, mais qui réalise la plus grosse levée de fonds française jamais réalisée avec 681 millions d'euros qui sont levés. On a évidemment Facebook qui a décidé d'investir des milliards d'euros et qui est devenu Meta. Alors, on peut revenir sur l'effacement du nom, mais dans tous les cas, il y a un vrai effort et un investissement sur le déploiement de leur métavers Facebook Horizon. On a Microsoft qui rachète Activision, qui est une boîte de jeux pour aller plus loin dans leur métavers. On reviendra dessus et proposer des expériences plus élaborées en termes de gamification. Et puis, on a des rendus qui vont aller de plus en plus qualitatifs. Donc, je parlais d'Unreal Engine, ça c'est des exemples de lieux faits par des designers 3D, donc c'est différents designers avec Unreal Engine, et on peut avoir des rendus de plus en plus chouettes à présenter. Alors, du coup, j'en ai parlé pas mal, et puis j'ai pas mal expliqué le avant, mais maintenant, c'est quoi? En gros, un métavers, ça définit l'ensemble des univers virtuels qui sont persistants. C'est-à-dire que si je me connecte à un moment, il existe. Quand je ne suis pas connecté, il existe quand même. Il y a toujours des gens qui sont là. Il peut être en réalité virtuelle, mais il ne peut ne pas être en réalité virtuelle. On verra, il y a pas mal de métavers qui aujourd'hui sont uniquement disponibles sur PC, qui peuvent être disponibles sur téléphone plus PC. Voilà. Donc, il y a différentes configurations. Et ils permettent à plusieurs utilisateurs en même temps d'interagir. Et on le verra, il y a différents types d'interactions qui peuvent être possibles. Donc, comme j'expliquais, aujourd'hui, ils ne sont pas liés à un device. Voilà, il y en a qui sont multi-device, il y en a d'autres qui sont liés à un casque, notamment Facebook Horizon par exemple. Et les devices vont encore évoluer. Quand on parlait de lunettes augmentées, il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits ces dernières années, pas forcément hyper concluants, mais forcément ça arrive à un moment. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce qu'on appelle le métavers. Il y a les créateurs d'expériences, donc ça peut être des éditeurs de jeux, ça peut être des développeurs indépendants, etc. Donc qui vont créer vraiment ce qui va se passer. On a les plateformes donc qui diffusent les programmes. Ça peut être Steam, ça peut être Facebook, ça peut être plein d'autres. Ça peut être des métavers en tant que tels. Donc on a parlé de Roblox, mais il y a Sandbox. Et je vais passer sur les différents métavers. On a les logiciels. Donc j'ai parlé d'Unreal Engine, mais il y a Unity et puis il y en a plein d'autres qui proposent des solutions pour digitaliser le monde réel, donc par exemple modéliser en 3D rapidement des objets, etc. Des marketplaces, donc qui vont permettre de vendre les fameux NFT, donc on a SuperRare, OpenSea, et on a plein d'autres. Les devices, donc c'est vraiment les constructeurs de casques, d'ordinateurs, de téléphones, et puis les infrastructures, ceux qui maîtrisent les tuyaux. On en a parlé, François a fait une bonne introduction sur en effet l'évolution du web ou d'un utilisateur finalement uniquement lecteur et pas participant. On est allé vers des plateformes qui ont offert la possibilité aux utilisateurs de publier du contenu, mais ces plateformes maîtrisaient leur contenu. Aujourd'hui, si je poste mes photos sur Flickr à l'époque, alors je pense que ça existe encore, mais où plus personne ne va, j'ai perdu toutes mes photos Flickr. Elles ne sont pas conservées chez moi en tant que tel. Et c'est vrai qu'on va passer à un Web3 où on va être davantage créateur et où on va pouvoir avoir un espace personnalisé qu'on va pouvoir faire passer de plateforme en plateforme et donc du coup redevenir maître un peu de ces données. Du coup, c'est vrai que j'ai montré pas mal de métavers aujourd'hui qui étaient plutôt des expériences fermées, c'est-à-dire que typiquement, j'ai montré par exemple Habbo Hotel, quand j'achetais, ou les Sims, quand j'achetais une table pour faire que ma maison soit plus jolie, le jour où j'allais sur les Sims, par exemple, alors que j'étais sur Habbo Hotel, je ne vais pas pouvoir récupérer ma table. Et ma table, elle n'est valable que sur Habbo Hotel. Le jour où Habbo Hotel ferme, pareil, je n'ai plus ma table. Et donc ça, c'était des expériences fermées qui étaient principalement à vocation ludique. Donc soit c'était des jeux, soit sociales. Je peux rencontrer et discuter avec des gens.
Et c'est vrai que l'économie décentralisée, notamment avec tous les principes de blockchain, l'idée, c'est de faire en sorte que le métavers et que les métavers deviennent de plus en plus décentralisés et nous permettent du coup d'arriver avec notre wallet dans lequel on aura notre monnaie, nos assets, donc ma table en l'occurrence, et je pourrais l'installer dans ma maison, que ce soit sur Decentraland ou sur Sandbox, par exemple, qui sont deux métavers basés sur de la blockchain. Du coup, quel type d'usage on retrouve dans les métavers? Alors, il y en a plein. Il y a le jeu, j'en ai pas mal parlé, avec Fortnite, Roblox, même des jeux comme GTA qui peuvent être, dans lesquels aussi il y a eu des campagnes de publicité qui ont été faites. Ça permet une forte personnalisation, un esprit communautaire, il y a des événements, etc. Social, donc on en a parlé, qui peut être écrit, qui peut être oral et qui permet de valoriser un peu son avatar. Donc on essaye de se personnaliser au maximum pour faire partie d'une communauté. Des questions de commerce, donc j'avais parlé de ComplexLand qui était où je pouvais avoir mon avatar et passer dans un centre commercial entre différents stands. Mais Walmart a aussi fait en réalité virtuelle, pour le coup, une application de shopping. On a la mode qui a été assez précurseur pour s'emparer du métavers, pour faire des défilés, pour proposer des skins, donc des fringues, des coupes de cheveux, des bijoux, etc. à acheter et à positionner sur ces avatars. On a le travail, donc par exemple Facebook Horizon a sorti en France avant tout sa Workroom, qui est donc la version pour le travail et qui permet du coup d'être autour d'une table, de dessiner sur un tableau, de s'échanger un certain nombre de choses. On a le voyage, ça c'était au tout début des casques de réalité virtuelle notamment, il y a eu beaucoup d'applications qui se sont créées dans ce style-là. On a des choses au niveau de la culture ou en tout cas de la pédagogie où on a un certain nombre de musées qui sont maintenant visitables à plusieurs ou au contraire de musées de marque, là en l'occurrence c'était pour Xbox, pour faire de la pédagogie, donc ça peut être des cours en immersion, de la simulation pratique. C'est assez rigolo, par exemple il y a eu la première réunion de narcotiques anonymes sur The Sandbox. Donc, c'est des gens qui sont donnés rendez-vous à un même moment pour parler de leurs problèmes. On peut avoir du sport, donc c'est pareil, on peut imaginer un cours de yoga comme il se fait sur les quais de manière improvisée, qui puisse être fait dans le monde virtuel. On a des événements, donc des concerts, des spectacles, du théâtre, des conférences, des masterclass, etc., qui peuvent être organisés. Et puis, il y a la partie un peu plus spéculative, qui aujourd'hui est assez présente dans certains. Et donc, du coup, c'est l'achat notamment d'immobilier virtuel qui a pris énormément de valeur. Aujourd'hui, on estime que le marché en 2022 sera d'1 milliard d'euros sur l'échange et les transactions de land virtuel. Donc, ça peut être sur des terrains, mais ça peut être aussi sur des accessoires, des NFT. Voilà. Ensuite, quels sont les principaux métavers? Donc, on en a parlé, Fortnite, c'est 10 millions de joueurs actifs, c'est multi-support, il y a plusieurs modes de jeu. Par contre, ce n'est pas évident pour une marque un ticket d'entrée pour faire une expérience sur Fortnite. Roblox, qui est donc du coup le plus vieux, le plus ancien, qui a beaucoup évolué, qui a une très forte communauté parce qu'il est assez ancien, même si les utilisateurs sont principalement jeunes. Il y a 30 millions de joueurs actifs à découvrir et il est disponible à la fois sur téléphone et sur desktop. Donc ça ressemble à ça et il y a des mondes assez chouettes, notamment Nike ou Vans qui ont créé des mondes très cool et qu'on peut facilement, c'est pas très compliqué de créer un monde sur Roblox et on peut développer un certain nombre de choses et il y a plein d'interactions, de micro-interactions assez rigolotes sur le monde Vans par exemple, prendre un skate et du coup se balader en skate alors ce n'est pas une application native de la plateforme. VRChat, donc là on passe dans des métavers qui sont uniquement accessibles via un casque de réalité virtuelle. Donc là, il y a plein de mini-mondes qui sont créés, il faut connaître le mini-monde dans lequel on veut aller, puis on est téléporté là où on peut avoir un certain nombre d'activités. Le bon exemple qui a été assez récent, c'est pendant les Jeux Olympiques, France 2 qui a créé donc c'est une application Unity, alors c'est peut-être un peu technique, mais c'est pareil, ça peut être assez facile à développer par n'importe quel développeur. Et on peut créer un certain nombre de fonctionnalités. Et par exemple, sur le stand France Télé, on peut aller faire différents sports divers, aller sur le plateau, etc. Donc, ils ont fait un truc assez sympa. Horizon World, donc, qui est le gros
métavers qu'annonce Facebook. Aujourd'hui, il est disponible alors, uniquement en Amérique du Nord, donc c'est Canada et USA. Il y a très peu de studios qui ont des accès. On a la chance de travailler avec Arte sur leur métavers, et donc du coup, on a un accès pour créer des choses sur Horizon World, mais c'est le futur métavers qui sera ouvert au grand public. Et donc là, c'est pareil, on est téléporté dans des petits mondes. Donc, on a un menu dans lequel on va choisir un des mondes dans lequel on veut aller, et on se téléporte. On a des petits avatars qui n'ont pas de jambes et qu'on peut personnaliser. Et il y a tout un modèle de construction qui est assez cool, où en fait, on crée les mondes avec nos manettes. Il y a plein de tutos assez marrants, et donc tout est fait vraiment en réalité virtuelle. Rien ne se fait avec des interfaces de code en dehors de l'environnement. Et il y a le concurrent de Microsoft qui s'appelle Altspace, qui est un peu plus ancien, qui a des datas. Aujourd'hui, il y a 1000 joueurs par jour, donc ce qui est assez peu, hein, mais c'est vrai que la condition d'avoir un casque de réalité virtuelle, ça limite forcément le nombre d'utilisateurs. Après, il y a une très grande facilité de création. Il est plus ouvert encore qu'Horizon. Mais on vient là-dessus. Récemment, il y a eu des petits problèmes de modération qui l'ont fait fermer. Et puis après, on a les métavers qui sont plus basés sur la blockchain, et donc du coup sur un principe de NFT, notamment Sandbox. Donc on a régulièrement sur les réseaux l'annonce de prix exorbitants sur l'achat de terrain dans The Sandbox. Je reviendrai dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que les métavers, on est un peu bloqué sur leur esthétique. C'est-à-dire que The Sandbox a choisi un traité assez pixelisé, et donc du coup, une marque est obligée de prendre ce même traité là si elle veut construire son univers. Et puis Decentraland, qui est un peu le gros concurrent, qui est également basé sur une blockchain. Donc, c'est 18 000 joueurs par jour, qui permet l'achat-revente de terrain, etc., la possibilité de créer des NFT dans l'expérience. Là, on a un traité qui est un peu plus, on va dire, cartoon et moins pixelisé. Donc, c'est le même principe, hein. J'ai un portail comme ça au début où je peux choisir l'endroit où je veux me téléporter, et puis je me téléporte dans différents mondes qui ont différentes applications. Ensuite, on peut penser, et après, ce n'est pas complètement faux, que c'est un outil pour la Gen Z. La Gen Z, elle recherche des échanges, et on se rend compte notamment avec la poussée, c'est une génération qui a beaucoup collaboré et vu notamment le e-sport, eu l'habitude d'avoir, pour certains, des amis qui n'ont jamais vu dans la vraie vie, parce qu'ils ont juste passé des nuits à jouer avec eux à l'autre bout du monde à un jeu en ligne. Et donc, du coup, la rencontre physique n'apparaît plus forcément comme un prérequis. L'essentiel, c'est d'avoir un échange d'humain à humain. Ensuite, elle est assez intéressée par l'idée de self-made man, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie et les NFT font pas mal fantasmer sur le fait qu'on puisse avoir et créer son propre business et imaginer des choses qu'on va pouvoir revendre facilement et intégrer. Et après, il y a une vraie question d'identité. Aujourd'hui, il y a... sur Fortnite, quelqu'un qui a la tenue de base, c'est un default. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un peu has-been. S'il n'a pas acheté et trouvé des skins, évidemment, les skins, il y en a des plus ou moins rares. Et du coup, il y a vraiment cette volonté d'essayer de personnaliser et de contrôler son identité virtuelle. Autant ma génération, désolé, on avait peu de problèmes à mettre nos vrais noms sur les réseaux sociaux et de partager les photos de nos vacances. Autant eux, ils vont préserver leur anonymat, essayer de rester proche de leur communauté, et pourquoi pas de faire des actions communes. Autre chose qui est assez intéressante, on a vu des manifestations dans le métavers récemment contre Samsung, où plusieurs personnes, une communauté entière, s'est rassemblée pour aller tous en même temps manifester dans l'univers de Samsung. Rapidement, mais si je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a de plus en plus de gens, en tout cas c'est en France, qui ont entendu parler de métavers, mais les inquiétudes sont assez fortes. Et donc c'est vrai qu'il y a vraiment une volonté d'essayer de faire en sorte d'avoir un métavers qui soit sécure. Et ça, c'est une vraie problématique pour les marques. Comme je le disais, il y a des gros efforts à mettre sur la modération, c'est-à-dire que quand on est dans des échanges sociaux où on parle, c'est difficile d'avoir une modération qui soit efficace. Et par exemple, ce que je parlais, Altspace, le métavers de Microsoft a dû être fermé pendant 2 semaines parce qu'il y avait trop de plaintes de harcèlement.
Donc, c'est une vraie problématique aujourd'hui sur ces univers. Il y a également un impact psychologique, une sédentarisation, le risque écologique et puis aussi le risque spéculatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent à acheter des NFT, etc., ou des terrains en imaginant voilà, devenir riches. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inflation est énorme. Jusqu'à quand c'est sûr qu'à un moment, il y aura un plafond de verre. Et du coup, comment les marques elles peuvent entrer dans le métavers? Donc ça, c'est un peu des pistes de réflexion que nous, on mène avec différents clients en ce moment. Il y a un principe de base et qui a été, je pense, par tous les annonceurs ont connu, notamment avec l'essor des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait tendance à produire pas mal d'assets pour Facebook et puis d'autres pour Instagram. Et puis après, il y avait TikTok. Et donc, il fallait produire de nouveau des assets pour TikTok. Et du coup, il n'y avait pas forcément une cohérence globale. Et avant de penser que tel ou tel métavers est une opportunité, il est important de fixer un vrai storytelling global de qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur le métavers, pourquoi on y va, quels sont les services qu'on a envie de donner aux utilisateurs. Et une fois qu'on a vraiment ce storytelling, même cette identité graphique, ces formes, ces services qui sont clairement établis, ça va nous permettre de nous guider dans les choix d'investissement, sur quelle plateforme on a envie d'aller parce qu'elle correspond à nos valeurs et qu'elle propose des fonctionnalités qu'on souhaite faire. Et du coup, en termes de méthode, ça veut vraiment dire définir en amont le storytelling qui doit être en rapport évidemment avec la plateforme de marque, même s'il peut cibler une niche plus particulière. Mais en tout cas, il faut préparer du coup des éléments de discours et d'identité. C'est important, même si tous les métavers aujourd'hui sont assez codifiés en termes graphiques, comme j'ai parlé, il peut y avoir du pixel, il peut y avoir etc. Ça n'empêche que si on décide de mettre une maison à l'envers, qu'elle soit en pixel, qu'elle ne soit pas en pixel, notre maison, elle sera à l'envers. Donc, il faut vraiment le faire avant de définir la plateforme. Ensuite, il faut définir les services et les fonctionnalités pour qu'elles collent à notre plateforme globale et qu'on ait une offre qui soit cohérente. Et puis, à partir de là, ça va nous permettre de savoir quelle est la plateforme dans laquelle je veux investir. Et du coup, il y a plusieurs métavers qui sont à décider. Je vais revenir juste après. Et parce qu'un métavers, il va falloir l'animer. C'est-à-dire que l'une des solutions, c'est d'avoir des hôtes réels. C'est-à-dire que vraiment, quelqu'un de l'entreprise met son casque et du coup discute, accueille, oriente les visiteurs qui arrivent sur le métavers pour leur donner de l'information et discuter avec eux. Ça peut être également proposer des produits, donc ça peut être des skins qui peuvent être événementiels ou pas, ça peut être des concours aussi, des choses à trouver, etc. Ça peut être aussi de créer des interactions marquantes et spécifiques, comme je l'ai expliqué sur Vans, par exemple, le fait d'avoir développé la fonctionnalité de prendre un skateboard, c'est stupide, mais ça occupe vraiment les personnes qui découvrent le métavers, qui ne sont pas déçus parce qu'ils ont découvert cette petite interaction qui est typiquement hyper en lien avec, hyper connectée avec l'univers de la marque et qui leur fait passer dans tous les cas un bon moment. Et puis, un autre point important aussi, c'est qu'un métavers, ils sont malins et donc du coup, ils ont créé plein d'affichages publics. Donc, ça a aussi de l'intérêt de pouvoir réfléchir à une stratégie média virtuelle et donc du coup, de définir quels emplacements on peut avoir envie d'acheter dans le métavers pour voir apparaître ma marque. Et donc, comme je le disais, il y a 4 grandes on va dire, catégories de métavers. Il y a ce que j'appelle les métavers ludiques. Donc, c'est ceux qui sont plutôt des jeux. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que l'univers de sa marque qui bénéficie du trafic fort de la plateforme. Donc, quand on va sur Fortnite, quand je vais sur Minecraft, j'ai de toute façon des joueurs de manière importante. Et donc, ça me crée du trafic. Mais il faut du coup que j'imagine, je vais avoir des choses assez réduites en termes de fonctionnalité parce que le jeu ne permet pas de renvoyer vers mon site, de faire du data catching, etc. Donc, c'est un parti pris à prendre. On peut avoir les métavers sociaux. Donc, là, l'intérêt, c'est de créer du débat. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant si j'ai envie de parler à un petit groupe de personnes, que j'ai envie de faire une conférence à des gens. Par contre, il faut imaginer que je suis obligé d'avoir des hôtes réels qui vont converser avec ces personnes si je veux éviter les fameux dérapages qu'il peut y avoir dans le métavers quand personne n'est là. Il y a les métavers de marque. Donc là, en fait, on ne passe pas par les plateformes que j'ai édictées, que j'ai racontées tout à l'heure, et je crée mon propre métavers. Donc c'est
typiquement Xbox qui a créé son propre métavers où j'ai plusieurs personnes qui peuvent être en même temps, se déplacer, courir, etc., découvrir des contenus, interagir ensemble, mais elles sont uniquement à l'intérieur de l'univers Xbox. Ça me permet de créer des formulaires pour récupérer de la donnée, de faire un drive to store si j'ai envie, et de contrôler exactement le type de contenu que je peux diffuser, des vidéos, des images, etc. etc. Procter & Gamble a fait la même chose. Il y a tout un tas de marques qui ont décidé de créer leur propre métavers. Par contre, évidemment, la contrepartie, c'est comme chaque fois qu'on crée un site, c'est comment je fais venir des gens sur cette plateforme. Et donc, du coup, il y a forcément un investissement média ou RP qui est important pour faire en sorte qu'il y ait une communauté qui se crée. Il y a les métavers qui sont liés à la blockchain. Donc, j'en ai pas mal parlé. Il y a un aspect très spéculatif aujourd'hui sur ces métavers. Donc, c'est intéressant parce qu'une marque, et donc on a eu beaucoup d'annonces, Carrefour, AXA, et même, ça me fait sourire, mais du coup, Marco Verratti qui a acheté 1000 sur The Sandbox. Elles font un investissement, mais elles savent qu'elles vont pouvoir revendre aussi leur terrain derrière. En tout cas, après, à quel cours, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, il y a un investissement initial qui incite à avoir un retour dans le futur et elle va nous permettre de créer ce qu'on veut à l'intérieur. L'intérêt du métavers avec les blockchains, c'est un pari sur le futur parce que du coup, ces métavers, ils sont déjà câblés pour faire en sorte d'avoir accès aux wallets des différents utilisateurs. C'est-à-dire que je ne peux pas aller sur The Sandbox aujourd'hui si je n'ai pas un wallet. Et donc, de mon wallet, j'ai déjà des crypto-monnaies ou des NFT qui sont déjà disponibles. Et ça va permettre à la marque, si elle veut vendre des produits ou des services, de les faire payer. Et donc, du coup, de récupérer aussi de l'argent, des crypto-monnaies en l'occurrence, dans les différents services qu'elle va mettre en place. Donc ça, voilà, c'est les 4 grands éléments. Et puis après, il y a plein de choses qui se développent, qui sont assez intéressantes à voir émerger. Donc, j'ai beaucoup parlé des NFT dans l'art, mais il y a aussi j'ai mis un visuel d'Andrés Reisinger, qui est un designer de mobilier virtuel espagnol qui a vendu cette pièce pour 450 000 $, et donc du coup qui crée tout un tas de meubles virtuels. Il y a la mode, comme je l'ai parlé avec les chaussures et notamment Nike. Il y a l'architecture, il y a des agences immobilières virtuelles qui vendent maintenant des maisons déjà construites pour pouvoir installer cette maison sur notre terrain qu'on aura acheté. Et l'intérêt de toutes ces collections et de tous ces NFT, c'est qu'à terme, elles vont être intégrées dans le gameplay global de tous les métavers. Sorare, dont j'ai parlé aussi, qui est la startup qui permet de collectionner des cartes Panini. Aujourd'hui, les cartes Panini, elles prennent de la valeur en fonction de la performance des joueurs dans le championnat spécifique. Et donc, tout ça est lié à toute une mécanique de jeu qui me permet d'échanger des joueurs, de construire mon équipe, etc., etc. Et donc, toute cette logique en fait, d'utiliser les NFT des gens pour l'intégrer dans un gameplay, dans notre storytelling, elles vont être de plus en plus puissantes avec la notion de wallet. Et comme je disais, le NFT, ça va être aussi un marqueur et c'est le nouveau club privé pour les marques, c'est-à-dire qu'une marque de montre qui avait son club des possesseurs de la Audemars Piguet et qui leur proposait un certain nombre d'événements exclusifs, aujourd'hui, ça va être géré avec des NFT parce qu'on peut actionner ces fans de la marque avec différentes récompenses réelles ou virtuelles. Le plus gros club exclusif, le plus connu, c'est les Bored Ape Yacht Club, qui est des NFT où il y a des petites têtes de singes différentes qui proposent des t-shirts à toute une communauté d'événements, etc., assez précise et où tout le monde s'en revendique. Il y a un vrai signe de ralliement par rapport à ça. Et un des points aussi qui est intéressant, on a pas mal bossé avec une plateforme NFT récemment pour qui on a fait pas mal de NFT et on s'est rendu compte aussi que les NFT se vendaient. Alors après, je n'ai pas une étude scientifique. Néanmoins, sur la plateforme, on a mis des NFT qui étaient avec contrepartie où on envoyait donc c'était des NFT en 3D en l'occurrence et on envoyait une version print aux gens et ça s'est vendu 10 fois plus que les NFT où il n'y avait pas de contrepartie physique. Et donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de NFT qui proposent d'avoir, si tu achètes le NFT, d'avoir une contrepartie physique qui peut être une invitation à un événement, l'envoi d'un objet, un bon de réduction, enfin ça peut être plein de choses différentes. Aujourd'hui, c'est un usage qui marche de plus en plus et donc du coup, ça permet d'inciter les gens à acheter ces fameux NFT et donc du coup, de plus tard, de pouvoir les recontacter, les retargeter et de les avoir comme fans de la marque.
Et enfin, pour terminer, c'est un message tout bête, mais évidemment, quand on crée quelque chose dans le métavers, il faut être capable de pouvoir diffuser ce qu'on a créer de l'amplification. Alors, ça a plein d'avantages, le métavers, parce qu'aujourd'hui, notamment la cible jeune a vraiment l'habitude de regarder Twitch et de regarder des lives avec des gens qui se baladent dans différents mondes virtuels. Et donc, du coup, Twitch est un très bon vecteur pour activer des influenceurs et partager ces créations. Néanmoins, les mondes en tant que tels qui vont être créés, ils doivent toujours se référer à des principes très bêtes et très simples, en fait, qui sont qu'il faut trouver un moyen de challenger les gens et de leur créer de l'émotion. Je montrais ici une petite référence qui est assez intéressante. C'est un cas où c'est Ariane Espace qui a créé son monde sur Minecraft. Donc, en fait, on a une immense fusée et tout un monde qui recrée un peu un lieu de lancement de fusée. Mais ils ont trouvé plein d'interactions un peu bêtes. Et en fait, sur Minecraft, d'essayer d'arriver à monter jusqu'en haut de la fusée en sautant et sans tomber dans le vide, c'est extrêmement compliqué. Et du coup, sur Twitch, les gens ont fait un challenge et se sont emparés du truc à voir qui arrivait le plus vite à monter en haut de la fusée. Et pourtant, c'est tout simple à imaginer. C'était juste mettre quelques petites briques sur le côté de la fusée. Donc, tous ces petits tricks qui reprennent des codes, notamment de l'univers de jeux vidéo, vont permettre de faciliter la diffusion de nos messages. Voilà, merci beaucoup à tous. Désolé, j'ai été hyper long, mais je suis presque dans le timing. Merci Jean-Frédéric, c'était effectivement un panorama complet. Vous pouvez poser des questions en levant la main. Moi, j'en ai une première. En fait, je réalise en t'écoutant que on parlait de Web 3 et on pourrait penser que ce monde, comme il est issu, en fait, on voit bien que ceux qui ont lancé le mouvement, c'est plutôt le monde du gaming, mais qu'il contamine tout le monde et que j'ai tendance à penser que ça ne va pas être un monde à part, mais c'est que le web de demain, il sera comme ça. Donc, on n'a peut-être pas encore complètement basculé, mais est-ce que ça veut dire que toutes les applications qu'on a aujourd'hui, les Facebook, les LinkedIn, etc., petit à petit, il y aura les équivalents sur le métaverse. Et quid des échanges sociaux, en fait, parce que on n'est pas forcément dans des marques où il y a du gaming, mais tu as évoqué le social, et notamment avec les problématiques de modération. Est-ce qu'on peut considérer que le web de demain, il est comme ça? En tout cas, c'est une des briques et on verra bien ce qui adviendra. Mais après, il faut pas. Il y a quand même énormément de choses qui donnent des rendez-vous dans le monde réel. Mais c'est vrai qu'on a tous pris goût aussi à parfois ne pas moins se déplacer, ne pas faire je sais pas, la conférence qui est à l'autre bout du monde et du coup pouvoir avoir un aperçu à distance. C'est aussi un vrai avantage. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très appréciables et qui seront utiles. Je ne pense pas que ça va pas non plus empêcher les gens d'interagir, mais après on le voit avec le e-sport, il y a vraiment des jeunes qui ont leurs meilleurs amis en ligne, qui sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe et qui sont leurs meilleurs potes et qui se sont pratiquement jamais vus. On parle également, peut-être que tu pourrais préciser, faire la différence, s'il y en a une. Tu as rapidement évoqué, tu as parlé de web décentralisé ou décentralisation, je ne sais pas exactement comment tu l'as exprimé, mais quelle est la différence et pourquoi ça s'appelle du web décentralisé? Voilà, si tu peux nous préciser ça. Waouh! En fait, le principe un peu bête, je vais donner un exemple nul. Tout part de la finance. L'idée, c'était de dire que ce n'est plus forcément les banques centrales de chacun des pays ou des continents, en l'occurrence pour l'euro, qui auront le contrôle de leur monnaie, et que ce sera quelque chose qui va être beaucoup plus diffus et international pour pouvoir ne pas perdre les choses. L'exemple qui est souvent donné, c'est le Liban. Le jour où le Liban a décidé de fermer ses banques, plus personne n'a pu retirer de l'argent, alors que pourtant ils avaient de l'argent sur leur compte et la finance décentralisée tend à essayer de faire ça. Bref. Et du coup, c'est
pas vraiment du web décentralisé, c'est juste qu'en fait, on s'appuie sur ces éléments qui sont finalement inscrits dans la blockchain et donc du coup accessibles à n'importe où et qui sont transportables d'une application à une autre. Et c'est ça qui va avoir de l'intérêt, c'est de pouvoir toujours avoir accès à ces possessions, quel qu'en soit l'endroit et quel que soit l'univers dans lequel la plateforme dans laquelle on va naviguer. Quand on avait échangé aussi, quand tu m'avais raconté le métaverse la première fois, j'avais compris aussi que c'était le fait que les internautes, c'était la notion d'identité numérique qui prenait le dessus, et c'était le fait que chacun allait acquérir la maîtrise de son identité, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, parce que les données qu'on diffuse, elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent aux plateformes où on les diffuse, quoi, où on les publie. Bah, c'est la grosse tendance, c'est vraiment de se dire, en fait, j'ai envie que mes données m'appartiennent, et puis j'ai envie de me personnaliser, de me grimer, voilà, de me déguiser, de prendre des apparences qui correspondent encore davantage à ma communauté. Mais on peut avoir plusieurs identités ou on n'en a forcément qu'une seule, Non, mon comme dans identité, la vraie vie. c'est comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que moi j'ai une collection de CD, mais j'adore Nirvana et puis je peux adorer NTM, c'est pas grave, c'est des choses différentes et puis un jour je vais écouter ça et puis un autre jour je vais écouter ça. Donc après, dans ton wallet, en tout cas dans ton identité, tu pourras avoir différents types, voilà, que ce soit de tenues, d'art, d'assets qui te représentent en tant que toi, ce que tu aimes dans la vie, c'est la même chose que dans la vie. J'ai encore une dernière question dans ce registre-là, puis après je relayerai la question de Bénédicte. Là. Tu as rapidement tout à l'heure parlé de modération. Moi, j'avais l'impression que le fait que ce soit, je fais le lien entre identité numérique, du coup, est-ce que c'est la fin de l'anonymat ou au contraire, c'est encore une couche d'anonymat qu'on rajoute et à ce moment-là, c'est la porte ouverte aux difficultés de modération, au harcèlement et à toutes les exagérations qu'on peut regretter aujourd'hui dans le web social, quoi. Bah, l'intérêt avec la blockchain, c'est qu'aujourd'hui, on connaît précisément qui est le possesseur de quoi. Donc, il y a quelque chose qui est très. On peut remonter à la source assez précisément de qui a tel ou tel truc. Après, ça n'empêche pas que. Voilà, il y a aujourd'hui des dérives de modération importantes, notamment via la voix, mais au-delà de ça, c'est des plateformes qui sont neuves et on voit déjà à quel point pour Facebook ou Twitter ou autres, c'est compliqué de modérer leur plateforme. C'est encore plus vrai sur les métavers aujourd'hui qui restent jeunes et qui ont du mal à contrer ce phénomène. Mais on n'est pas complètement anonyme. On peut, voilà. D'accord. Alors, Bénédicte posait la question, et je vois bien l'idée qui est derrière, de savoir combien il y a ça représente quoi aujourd'hui les volumes, le nombre d'utilisateurs du métaverse en France déjà. Est-ce que c'est 90% des gamers ou est-ce que c'est déjà un phénomène à quel niveau de maturité est le phénomène? En gros, ça veut dire est-ce qu'il faut qu'on se dépêche d'y aller ou est-ce qu'on a encore un peu de temps devant nous? Alors honnêtement, là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux et ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que comme je l'ai expliqué, aujourd'hui Fortnite, par exemple, c'est, je ne sais plus, 30 millions de personnes par jour, donc c'est énorme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire des millions de trucs et une marque, ce n'est pas évident d'y aller. Aujourd'hui, une marque ne peut pas aller sur Fortnite, on peut faire un concert, etc. Mais ce n'est pas forcément une marque, même s'il y a eu des expériences un peu de détournement. Il y a une belle OP pour une assoce qui s'appelle l'Ange Bleu ou un truc dans le genre, ou l'Enfant Bleu, qui avait cartonné, qui a eu beaucoup de prix en communication, qui était fait par Havas et qui est assez chouette, mais qui est plus un détournement où je prends un joueur et puis finalement je fais passer mon message. Mais aujourd'hui, une marque ne peut pas vraiment s'afficher dans Fortnite, mais c'est le plus puissant, voilà, comme Minecraft. Et à l'inverse, des choses comme Facebook Horizon Meta, qui est le truc où il y a le plus d'investissement, que tout le monde regarde et où on pense que tout ce truc va exploser. Aujourd'hui, il y a 4-5 bonhommes qui sont habilités en France à y aller et aux États-Unis, c'est encore pas non plus le monde. Aujourd'hui, quand on se balade dans pas mal en tout cas dans les métaverses VR, notamment en réalité virtuelle, on est souvent seul. Faut dire la vérité, on est souvent assez seul et à part si on se connecte au bon endroit, au bon moment, où là il y a du monde, on est souvent seul. Ce qui est moins le cas sur des métavers qui sont disponibles sur ordinateur, où là on croise assez facilement des gens. Et c'est vrai que la réalité virtuelle, elle avait un peu fait boom et puis elle a fait un peu pchit là pendant le Covid, notamment parce que c'était compliqué de mettre des masques. Aujourd'hui, ça revient. Est-ce que ça va être l'usage de demain?
voilà, j'ai encore des points d'interrogation sur ça versus les plateformes en ligne où aujourd'hui il y a vraiment une maturité qui est bonne. Alors, il y a une question un peu technique là, qui est partagée par Fabien et Alexandre. Tu as donné l'exemple de la table qu'on achetait ou qu'on mettait dans un univers, mais si on change de plateforme, d'univers, comment ça se passe pour aller de l'un à l'autre, alors que peut-être les styles graphiques, les technologies ne sont pas exactement les mêmes? Ça, pour l'instant, ça ne marche pas vraiment. C'est la philosophie. Et c'est vrai que quand on va sur Decentraland, on est obligé de mettre son wallet et j'ai accès à mon wallet, etc. Et donc, je vois mes assets. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de plateformes qui vraiment s'interconnectent et utilisent aussi bien les assets que ça, à part la photo de profil ou ce genre de choses un peu bêtes. Donc, c'est juste que la technologie et la plateforme va vers ça et je pense que c'est ça qui va devenir intéressant. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas mature. D'accord. Autre question, une question ROI posée par Caroline. En gros, est-ce qu'on a du recul un peu sur des gains de notoriété ou des retours de marques qui seraient allés dessus, à part les quelques coups de pub de la Carrefour qui achète un terrain, mais est-ce qu'à terme, on pourra commander ses courses via le métaverse et de Carrefour et payer en Bitcoin? Alors, en tout cas, on va vers ça. Après, aujourd'hui, les très bons exemples, c'est quand même plutôt des coups. On a fait un peu de communication, c'est sur Minecraft notamment, avec pas mal de. Voilà, il y a eu la vache Kiri qui a fait un truc qui a très bien marché avec une chasse au trésor. Il y a le truc d'Ariane Espace dont j'ai parlé. Enfin bref, il y a eu pas mal d'opérations qui ont été très vues, reprises, avec des bons plans d'activation, notamment sur Twitch, etc. Aujourd'hui, il y a pas mal de startups qui marchent plutôt bien, des gens qui vendent de l'immobilier virtuel, des gens qui vendent des lunettes virtuelles, des skins, etc. Les sacs, notamment Gucci, se vendent plus cher aujourd'hui sur Roblox que dans la vraie vie. Donc, il y a voilà, des choses qui marchent. Après, ça marche sur des produits qui sont assez exclusifs. Donc, c'est vrai que les courses aujourd'hui de Carrefour, j'y crois pas tout de suite. Après, demain, si Carrefour a certaines. Je ne sais pas, par exemple, quand on voit Lidl qui mettait leurs chaussures qui sont parties en une journée, typiquement, c'est le genre de produit qui pourrait tout à fait cartonner dans le métavers. Et c'est peut-être des coûts pour la grande conso, par exemple, qui pourraient être assez intéressants de mettre en place. Voilà. Jean-François nous pose une question. Effectivement, on a évoqué Second Life. Alors, Second Life, c'est il y a presque 15 ans, je pense. Je ne me souviens plus exactement, mais qu'est-ce qui différencie le méta ou pourquoi est-ce que le méta réussirait là où Second Life n'a pas marché? Est-ce que c'est pas le fait que ce soit appuyé sur la blockchain et qu'à un moment ou à un autre, c'est monétisable? En fait, c'est ça. Mais c'est aussi les devices et les réseaux. C'est-à-dire que Second Life, c'était moche, il faut dire la vérité. Et on arrive de plus en plus à des choses qui deviennent intéressantes. Et puis, on a une génération de gens qui sont nés avec le e-sport et avec des jeux en ligne et qui sont hyper matures sur ce type de rendu, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque de Second Life, où, en gros, les gens à qui c'est parlé n'avaient pas de pouvoir d'achat. Moi, j'avais 20 ans et j'étais en études, je trouvais ça génial, etc. Mais c'était pas moi qui allais. Voilà. François, on t'a perdu. Tu as coupé ton micro. Excusez-moi, oui. Il y a Philippe qui est dans les starting blocks apparemment et qui veut savoir si on veut commencer, par quoi on commence pour que ce soit simple et compréhensible, quoi. C'est-à-dire pour faire l'essai. C'est dire, allez, demain, j'ai envie de tester un truc sur Metaverse, j'ai envie de faire quelque chose, de promouvoir peut-être ma marque, tu vois, être opérationnel simple, en fait. Pour faire ma culture. Par quoi je commence? Je vais sur n'importe quelle plateforme qui vend des NFT, j'achète un NFT, je me crée un wallet MetaMask et ensuite je vais me balader sur Decentraland ou sur The Sandbox et j'essaye de voir ce qui s'y passe. Et puis après, peut-être que je mets un casque et je vais faire une expérience VR chat qui est assez facile
mettre en place, par exemple, celui de France Télé dont j'ai parlé, qui est assez bien fait et qui est un bon exemple de ce que ça peut donner. Si déjà j'ai essayé de faire ces 3 actions, je pense qu'on a voilà, une idée assez intéressante de ce qu'on peut y faire. Et ça coûte combien d'acheter un NFT? Ça coûte enfin, pas forcément grand-chose. Ça peut coûter en effet 23 millions d'euros, voilà. Mais ça peut coûter, enfin, je sais pas, 0,1 Ether. Enfin voilà, il y a des prix qui sont tout petits. Mais c'est intéressant de faire le process pour voir ce que ça donne. Et du coup, et puis après, c'est vrai que le fait d'avoir un wallet est indispensable pour aller sur certaines plateformes et c'est intéressant de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y aura une prime aux early adopters comme qu'on a pu voir dans pas mal de modèles numériques? C'est en gros, il n'y a pas la De toute place façon, pour oui. beaucoup de leaders, quoi. Après, c'est sûr que Carrefour, le fait qu'ils aient acheté un truc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose et je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire, mais tout le monde a relayé le truc, était impressionné, etc. Demain, si j'achète moi aussi mon terrain, je ne suis pas sûr que ce soit repris, encore moins après-demain. Donc c'est sûr que les premiers qui seront là et qui proposeront des services un peu intéressants, un peu nouveaux, et il y en a plein à créer, hein. Donc il y a de la place pour beaucoup de structures et beaucoup de services. Seront forcément les gens dont on parlera le plus et il va y avoir besoin en tout cas d'arriver à faire parler pour que des gens viennent parce que ces mondes virtuels, on ne se rend pas compte de l'étendue en fait et du nombre de mini-mondes qui existent et du temps qu'il faudrait pour tous les visiter. Ça reste comme du Internet avec voilà, des multitudes et des multitudes d'informations et de lieux dont certains ne seront pratiquement jamais vus. Tu l'as rapidement évoqué en montrant des exemples où il y avait eu dans des pays où on avait blackouté tout le métaverse parce que en termes de sobriété numérique, aujourd'hui, c'est quand même une tendance. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui fait débat autour du métaverse. Qu'est-ce que tu peux en dire rapidement? C'est horrible. Je peux juste dire ça. Aujourd'hui, c'est horrible. Si on va tous et que ce truc est fait comme comme il l'envisage, on va tous. Enfin, voilà, le bilan carbone va être horrible. Après, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui existent, c'est-à-dire qu'il y a quand même des crypto-monnaies qui essayent d'avoir une manière d'être produite qui est moins consommatrice d'énergie. Donc, il y a quand même beaucoup de projets et de pistes de réflexion. Néanmoins, elles sont très loin d'être suffisantes et on est aux antipodes de très belles autres initiatives qui existent pour faire de la frugalité dans la conception de ces expériences digitales. Là, on n'y est pas du tout. Donc, il faut être franc. Moi, j'ai eu un truc très rigolo. Guerlain a fait il n'y a pas très longtemps, avec une agence pourtant que j'aime bien, mais une collection de NFT dont les bénéfices étaient reversés à une assoce pour l'environnement. J'avoue que le truc était un peu difficile voilà. Mais voilà. Et dans un autre registre, est-ce que ça n'annonce pas la fin des réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, de la prédominance des GAFA qui finalement nous volent nos data? Est-ce que ce n'est pas la fin de Facebook? Ouais, alors après, il y aura quand même de la data qui va exister progressivement parce que Facebook sait bien faire les choses et que leur métaverse, on peut être sûr qu'ils sauront qui est venu dans tel ou tel lieu. Néanmoins, c'est sûr que Facebook aujourd'hui décline en tant que réseau social et ce sera probablement la même chose avec Instagram dans quelques années et ainsi de suite. C'est la logique des choses malgré tout. Et aujourd'hui, ils se réinventent de cette manière-là. Après, je ne suis pas un futurologue, mais voilà. Écoute, un grand merci Jean-Frédéric pour cette rapide présentation. Effectivement, il y a Jean qui veut poser une question, non? C'est Philippe qui avait une question, mais on va peut-être pas avoir le temps de répondre à tous. Philippe, on en prend une dernière ou pas? Allez, on en prend une dernière. Oui, Philippe, où il est Philippe? Il a juste levé la main. Alors Philippe, tu prends le micro, puis on va entendre ta voix comme ça. Puis en général, tu es toujours un peu poil à gratter quand tu poses des questions. Alors, je t'attends. Non, pas du micro. Non, on ne t'entend pas. Hein. OK. Ah, voilà, vas-y, pose ta question, Philippe. Alors, c'est super intéressant
ta presse, Jean-Frédéric. Mais tu vois, où, je suivais ça et ça me ramenait un petit peu à mon côté paysan et je me disais, c'est générationnel. Je peux pas, j'ai pas envie d'acheter une paire de pompes en virtuel, j'ai envie de la mettre au pied. Tu vois, je me dis que je développe des apps, mais peut-être maintenant, il est temps pour moi d'aller planter des carottes ou de partir à la montagne. Mais j'en ai rien à foutre de cet univers virtuel. Il ne m'intéresse pas. Il me déconnecte de toi. J'ai envie de boire un verre avec toi, mais pas de te couper une tranche de sauce en virtuel. Ça ne m'intéresse pas. Ça nous déconnecte complètement. Et même si c'est une vraie tendance à laquelle on assiste depuis des années, je me dis qu'un jour, comme toute sinusoïde, on va atteindre le sommet et qu'on va se dire « Putain, mais on est vraiment con ». Enfin, j'ai envie de boire, je vois Isabelle qui sourit, je me dis « Mais on serait bien mieux ensemble », enfin, ensemble, ou en train d'échanger là-dessus. Mais après, le truc… aller acheter Je présenterai de Isabelle, si tu veux. l'immobilier virtuel, tu vois, ça me le truc, dépasse, c'est quoi. qu'aujourd'hui, moi, quand j'étais gamin, j'ai tanné ma mère pour avoir une paire de Nike pour aller à l'école voilà. avec cette paire de Nike. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le gamin, il est peut-être plus fier d'avoir la bonne tenue sur Fortnite quand il joue avec ses potes de la cour de récréation que d'avoir la paire de Nike en vrai pendant la cour de récréation. Et ça, c'est un vrai changement et qui est vrai. Il y a beaucoup de gamins qui ont demandé pour Noël l'achat de skins pour leur avatar dans tel ou tel jeu. Donc voilà, je peux être d'accord sur le principe. Après, c'est vrai qu'il y a une tendance qui est comme ça, où ils se retrouvent après les cours et où ils se révèlent peut-être aussi, comme quand on sortait entre potes, ils se font des soirées dans lesquelles ils peuvent être connectés à distance et dans lesquelles ils veulent être encore plus J'ai eux-mêmes. une dernière question pour tout le monde, mais certains pourront peut-être lever le doigt. Qui c'est qui a acheté une paire de Balmain ou de Givenchy en virtuel Faut avoir les moyens quand même. Moi, je comprends ta remarque et je la partage, Philippe. Mais bon, toi comme moi, on est plus près de la fin que du début. Mais j'ai l'impression qu'on n'a même pas le choix. C'est que la question n'est pas de savoir si ça va marcher, si ça va se généraliser ou pas, c'est quand. Et puis, on voit bien que le digital, plus ça va vite. Et que autant quand on discutait d'Internet dans le début des années 2000, on pouvait se dire bon, les réseaux sociaux, c'est quoi? Ça a mis 10 ans à prendre. Là, ça ne prendra pas 10 ans. Et moi, c'est ce qui m'a impressionné quand j'ai rencontré Frédéric, on a discuté ensemble, c'est qu'il n'a pas fait la promo de son agence, alors je vais la faire un petit peu, mais il a créé récemment une structure dédiée pour pouvoir produire des images, des visuels qui sont destinés à être dans ce monde virtuel. Moi, quand je commence à voir la jeune génération qui investit comme ça, qui crée des structures, ça veut dire qu'on y est déjà, quoi. C'est une curiosité à observer. Moi, ça fait quelque temps que je ne vais plus sur les réseaux sociaux parce que ça a pris une tournure qui me parle plus. Alors, je ne te dis pas sur le monde virtuel, je ne pense pas que je vais y aller tout de suite et je serai comme toi, j'irai faire du vélo et courir avec des vrais baskets, quoi. On coupe tout ça. Alors, il y a Vladimir qui n'est pas loin de moi qui me dit qu'il va falloir qu'on conclue. On est ravis de cet échange dense, comme le disait Jean-Frédéric au départ, rapide, il nous en a mis plein la tête. Je ne sais pas si ce soir on dormira moins bête qu'hier, probablement un petit peu, mais en tout cas on aura certainement du mal à s'endormir parce qu'il nous en a mis beaucoup. Je vous laisse finir de votre goûter pour ceux qui ont eu la chance de recevoir un petit paquet gourmand pour nous écouter gentiment avec une plaque de chocolat. Et je laisse Vladimir nous présenter la visio de la semaine prochaine. Je vous ai mis dans le chat les prochains formats qu'on a. On en a un, c'est un petit déj, l'introduction à l'inbound marketing, le marketing automation, uniquement pour les annonceurs, et après d'autres formats sur les sites des stratèges.
Et pour finir, si vous voulez entrer en contact avec Jean-Frédéric, pas de souci, je vous communiquerai ses coordonnées. Si vous voulez poursuivre les échanges et les débats, n'hésitez pas. Et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.